Bonjour, je suis Mathilde Depolis, psychologue et psychothérapeute en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans Mouvement, le premier podcast pour décomplexer et parler librement de nos émotions. Un podcast qui nous met en mouvement grâce à la libération de la parole autour de ce sujet qui nous concerne tous. Mon souhait est de rencontrer plusieurs personnalités qui vont nous parler de leurs émotions, de voir comment elles les vivent, comment elles les observent et notamment de connaître leurs tips, leurs outils pour mieux les gérer au quotidien. Mouvement a l'ambition d'être un point de repère qui nous permette d'aller plus loin sur nos émotions. Let's move! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Damien Castera, longboarder et aventurier. Il a 36 ans et vit actuellement au Pays Basque, à Anglet, d'où il est originaire. Il a fait plusieurs années de compétition avec plusieurs titres à son actif. Fin 2011, il décide de se dédier à d'autres horizons autour du longboard avec des valeurs qui lui correspondent davantage. En 2013, il suit une formation dans les métiers du livre et de l'édition. Il écrit notamment pour Surf Session. Et en 2019, il publie son premier livre, Expédition Odyssea, du flocon à la vague. Damien nous partage dans ce podcast la peur de l'inconnu, l'importance pour lui de l'écriture et de la lecture dans son quotidien, ainsi que les voyages comme une école des émotions. Et enfin, nous échangeons sur la prise de risque et du contrôle. Je suis sûre que cet épisode va vous faire voyager et vous donner envie de lire et de vous évader vers de nouveaux horizons. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Damien Castera. Salut Mathilde. Ma première question, ça remonte à la première fois où je t'ai rencontré. C'était via Odyssea que j'ai vu au cinéma Le Royal à Biarritz. Et j'ai eu la surprise de t'entendre dire « j'ai peur ». Notamment en Alaska, quand Mathieu Crépel te montre la descente que tu vas faire à la fin du trip, et tu dis « je me chie dessus ». T'as toujours verbalisé facilement quand tu avais peur, ou est-ce que c'est assez nouveau pour toi ? Ouais, je pense pas avoir de fausse pudeur là-dessus. C'est quelque chose je suis pas un casse-cou. Je suis pas quelqu'un qui prend grand plaisir dans les grosses vagues. Je suis quelqu'un qui dit assez facilement quand il est pas à l'aise. Et c'est sûr que là, pour le coup, c'était quasiment une des premières expériences de snowboard que j'avais, que Monsieur Crépel. Donc c'est vrai que bon, j'ai matérialisé ça en je me chie dessus, qui était pas des plus élégants. Mais oui, en gros, ouais, j'ai pas de problème à dire les choses. Non, oui, mais pour tout, généralement. Et est-ce que de manière générale, t'as la sensation d'accepter tes émotions ? Parce que c'est un peu ce que tu renvoies quand tu les verbalises. Moi, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, il a peur et il ose le dire. Je sais pas. Je pense que sur la peur, en fait, j'imagine qu'il y a une certaine partie de stress. Quand on stresse, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois qu'on a un afflux sanguin qui est beaucoup plus fort. Donc, le cerveau va plus vite. J'imagine qu'il y a plein de choses qui se passent. Donc, plutôt que de les contenir, moi, ça sort. Voilà. Il y en a, j'imagine, qui arrivent à contenir tout ça. Je sais pas. Je me pose pas la question sur le moment. C'est vrai que ça sort un peu sans filtre. Et après, c'est vrai que c'est pas quelque chose. Je joue pas les courageux forcément. Si je suis pas à l'aise, je suis pas à l'aise quoi. J'ai jamais prétendu surfer des vagues gigantesques ou faire des choses extraordinaires. Je suis pas une tête brûlée dans l'âme. Ok. Penses-tu que cette gestion de la peur dans tes activités te sert dans ta vie personnelle ? Je suis en plein travail de mes émotions en ce moment, donc je sais pas. C'est pas la peur n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de place en moi. On a rarement peur des choses. Enfin, on est rarement confronté à un véritable danger ou à. Je sais pas. La peur est pas vraiment l'émotion qui passe en moi le plus souvent. Par contre, si on rentre un peu dans l'intimité, j'imagine que vu qu'on est ensemble, c'est pour ça. Il y a eu certains traumatismes dans ma vie, comme la perte d'un frère ou une déception amoureuse, qui font que j'ai eu beaucoup d'énervement, beaucoup de crispation, presque de la violence contenue qui des fois pouvait exploser. Donc ça c'est des choses que je travaille. Voilà, c'est pas vraiment la peur, c'est plus des notions d'injustice qui énervent sur beaucoup de sujets différents. Et justement, cette colère ou cet énervement que tu as pu ressentir par rapport à certains événements assez douloureux dans ta vie, est-ce que tu te sers de cette colère pour aller plus loin au niveau du sport ? Tu sens que parfois, soit tu vas prendre plus de risques,
soit au contraire tu vas faire des performances parfois plus importantes? En fait, vraiment, je me considère pas du tout comme un sportif, déjà pour commencer. Enfin, pas au sens où on l'entend, c'est pas comme Mathieu Crépel par exemple. C'est assez rare que j'essaie de repousser vraiment. Bon, j'ai 36 ans déjà, et c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Les choses qui m'intéressent vraiment sont sur des démarches plus intellectuelles, sans utiliser des grands mots, mais plus dans la construction d'un parcours, d'une vie, d'engagement. Mais c'est pas dans le défi physique. Le défi physique est pas quelque chose qui m'attire énormément. Je préfère surfer des vagues d'1,50 m et me régaler avec un bon copain plutôt que d'être fier d'avoir surfé des vagues de 5 mètres où j'en aurais pris peut-être deux et j'aurais eu peur et puis il y a cette adrénaline qui plaît à beaucoup de gens mais qui moi n'est pas un sentiment c'est pas une drogue pour moi donc voilà donc je me souviens plus de la question mais non mais t'as répondu et ça explique bien ta philosophie. ah oui, si je me servais de la peur, je me sers, voilà, comme je te disais, alors la peur me sert pas forcément pour la performance sportive. Par contre, ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas la peur, moi c'est plus des drames qui sont arrivés dans ma vie et qui, du coup, je suis en plein travail là-dessus. Je travaille avec un psy, pour tout vous dire, et pas toi, un autre. Et voilà, on travaille sur le concept de résilience. On travaille sur le concept de transformer les épreuves de la vie en expérience. Pour voilà la célèbre maxime je crois que c'est de Nietzsche d'ailleurs, ce qui te tue pas te rend plus fort. Ouais. J'ai toujours trouvé ça d'une connerie absolue. Quand les choses t'arrivent, tu te dis mais ce qui te tue pas te rend plus fort, mais enfin ça te laisse quand même un sacré coup dans l'aile. Donc peut-être que ceux qui disent ça, c'est ceux qui ont rien vécu de fort, je sais pas. Mais maintenant je commence à comprendre un peu avec les années. Et voilà, c'est vraiment pas évident. Je suis pas arrivé au bout du chemin, mais c'est vrai que transformer ces choses-là, ces émotions très fortes et puiser dedans pour en faire quelque chose. Je pense que c'est ce que beaucoup d'écrivains ont fait, c'est ce que beaucoup de gens qui ont vécu à Auschwitz ou la Seconde Guerre mondiale ont essayé de transposer, ce qu'on appelle, je crois d'ailleurs, la transcendance. Et voilà, ça m'intéresse, ça fait pas longtemps que je me suis mis dessus parce que je me suis dit qu'il fallait quand même que j'avance un peu. Ça fait quelques années que mon frère est parti et voilà, il faut que je commence à avancer et voilà, donc je commence à étudier tout ça et bon, j'ai du chemin encore. Tu lis beaucoup, on sent que tu fais référence à beaucoup d'auteurs, de philosophes. Du coup, j'ai envie de faire lien avec le dernier documentaire, je sais pas si tu l'appelles d'ailleurs documentaire, que tu as préparé avec Arthur Bourbon, qui est surfeur et vidéaste. Où vous êtes allé au Liberia rencontrer ces enfants soldats qui ont troqué leurs armes contre une planche de surf. D'où est venue la naissance et l'idée de ce projet ? Bah, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. Partir en voyage pour faire un défi, répondre à un défi physique, ça m'intéresse pas. Alors si on peut mélanger les deux, tant mieux. Mais de plus en plus, ce qui m'intéresse, c'est des engagements, même presque plus social que environnemental. Il y a énormément de sujets. Je passe ma vie dans les bouquins de correspondants de guerre. J'essaye de lire plein de choses sur le Moyen-Orient, sur pas mal de conflits. Souvent les peuples qui se font exploiter et c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Et là au Liberia, en fait, on avait plusieurs choses qui étaient réunies. On avait le fait que quasiment personne n'avait surfé là-bas parce qu'il y a eu 20 ans, quasiment 15 ans de guerre civile. Le fait donc qu'on était presque les premiers à aller là-bas. Chose aussi qui était incroyable, c'est qu'il y avait une petite communauté de surfeurs donc émergents juste après la guerre qui du coup essayaient de se servir du surf comme une thérapie pour canaliser, pour oublier. On connaît un peu le pouvoir de l'eau, le pouvoir du sport et de développer, d'émanciper spirituellement, physiquement, tout ce que tu veux. Donc il y avait vraiment une super histoire à faire sur la reconstruction d'un pays en règle générale et puis surtout en faisant un focus sur cette petite communauté de surfeurs qui du coup essayait d'oublier les horreurs de la guerre par le sport, par la nature et donc il y avait un super reportage à faire là-dessus. Ok. Les émotions, elles viennent souvent de la part de certaines croyances qu'on peut avoir, certaines croyances même générales. Et j'imagine que quand vous avez annoncé que vous partiez au Liberia, vous avez dû faire face justement à certaines croyances de certaines personnes, même parfois pour la plupart peut-être des clichés, qui ont pu transmettre leurs émotions, la peur je pense principalement. Qu'est-ce que tu en as fait ? Tu les as écoutées ? Tu t'es dissocié de ça ? Tu avais déjà tes propres croyances ? Franchement, je commence à avoir, alors 36 ans, je suis pas vieux, hein, mais je commence à avoir un peu d'expérience là-dessus. Je sais que la peur vient d'une non-connaissance. C'est tout le temps le cas. Avec à regarder sur Internet, maintenant, n'importe qui a le droit à la parole, donc n'importe qui donne son avis, il y a des fake news, il y a plein de choses. Et en plus, on est dans une génération, enfin, on est dans une période actuelle
En fait, ce qui fait vendre, c'est la guerre, c'est le malheur, c'est ce qui va pas. Donc, par exemple, le Liberia, pendant 15 années de guerre civile, avec des enfants soldats, donc il n'y a rien de plus vendeur, parce que c'est rien de plus atroce que de se servir de l'enfance comme arme de guerre. Du coup, on a juste coupé puisque un colis est arrivé à bonne destination. On était en train de parler justement qu'on vit dans un monde où on met en avant la guerre, il y a une surinformation. Ouais, je te laisse poursuivre. Ouais, c'est ça. Et en fait, en gros, les médias, c'est marrant, il n'y a pas de serment d'Hippocrate dans le journalisme, donc on véhicule énormément d'informations négatives surtout, qui ont d'ailleurs tendance à nous culpabiliser parce qu'on peut rien y faire. Et le Liberia, pendant des années, il y a eu une image d'enfants soldats, de guerre, de drogue, d'atrocité absolue, alors que depuis 15 ans la guerre est terminée, et que les mêmes journalistes qui se servaient de ces enfants soldats pour vendre leurs papiers ne se sont pas servis d'enfants en temps de paix pour participer un peu à la reconstruction du pays dans la conscience générale. Donc c'est un sujet important. Donc je sais que voilà, partout où on va, généralement quand on ne connaît pas, c'est un peu ce qui se passe avec le coronavirus, c'est un peu ce qui se passe pour tout. On a peur, donc on dit oulala, attention, attention. Ça fait assez longtemps que déjà je suis assez prudent, comme tu l'as compris, je suis pas une tête brûlée, donc je passe beaucoup de temps à me documenter sur les endroits où je vais. Mais après les avertissements des gens qui ne connaissent absolument rien sur ce genre de sujet, voilà, c'est gentil, merci beaucoup. Et justement, est-ce que tu t'es rendu compte du haut de tes 36 ans qu'à un certain moment ou à un certain âge, tu avais certaines croyances, tu as expérimenté, tu as vécu, tu as testé, et du coup ça t'a donné comme un autre regard sur une situation qui n'a pas changé, mais toi, ton regard, tes croyances ont été modifiées, et du coup on a un impact sur tes émotions. Oui, mais je pense qu'on évolue. Je pense que quand on a 18 ans, tout le monde est utopiste, idéaliste, on a envie de refaire la révolution, on est Che Guevara. Et puis après, on se rend compte que derrière Che Guevara, il y a le stalinisme, et puis il y a le maoïsme, et il y a plein de trucs. Donc voilà, on avance, on évolue. Je pense que c'est même pas, je crois pas avoir changé de sentiment sur beaucoup de choses. Je pense avoir plus plus de connaissances avec l'âge, les expériences et puis peut-être les études dans les livres. Mais c'est vrai que je sais que s'il y a une chose que je sais, c'est que tout est complexe et qu'il faut quand même peser chaque mot. Il faut essayer d'étudier un peu parce que on entend tellement tout et n'importe quoi à longueur de temps que ça me fatigue beaucoup. Et c'est pour ça que tu te documentes beaucoup, que tu lis pour essayer de trouver une certaine vérité ou justement de croiser différentes vérités pour te faire ton propre opinion. Ouais, déjà par curiosité, parce que je pense que les livres aujourd'hui on est tout le monde le sait, hein, c'est une porte ouverte que j'enfonce, mais on est dans l'instantanéité. Donc aujourd'hui les gens lisent les titres des articles, on lit même plus les articles. Les livres, c'est quand même c'est un acte de dissidence, quoi. On peut rentrer dans des livres, on lit Dostoïevski ou Alexandre Dumas, c'est 1000 pages où on rentre dans beaucoup de choses. Et là, il y a vraiment le temps de se documenter. On n'est pas dans un truc très rapide parce que c'est vrai que les médias aujourd'hui, il y a tellement d'informations, on est dans une épilepsie quasiment. On sait plus où donner de la tête, une info en chasse l'autre, et puis il y en a tellement c'est du contenu en flux tendu, donc le niveau s'est énormément abaissé. Avant, il y avait une fois par semaine, il y avait des articles, on les lisait, c'était écrit par des grands auteurs et puis c'était des gens qui étaient légitimes à parler, c'était des gens qui avaient étudié. Aujourd'hui, n'importe qui peut écrire ce qu'il veut n'importe où et c'est dur de trouver le truc. Donc c'est vrai que je préfère lire dans les livres, au moins je suis un peu sûr de ce que je lis plus ou moins. Et après oui, c'est sûr il y a un travail de croisement d'informations parce que on peut avoir un auteur de droite, un auteur de gauche, et puis voilà, c'est un vrai travail pour savoir de quoi on parle, de croiser, de se documenter et de pas parler trop vite. L'année dernière, tu as publié un texte dans Surf Session où tu parlais de la peur et des interdictions que cela peut pousser à mettre en place au niveau des sports extrêmes. Donc risque, danger, surprotection. Ça, c'est mon sujet, ça. Donc voilà, je voulais t'interroger par rapport à ça. Et je citerai je te reprends, tu cites Joseph Conrad qui dit « On ne peut pas vivre le doigt perpétuellement sur son pouls ». Voilà. Et je citerai pour enchaîner Jack London qui disait « Je préfère être un météore superbe qu'une planète endormie ». Ce qui est plus ou moins la même chose. Non, c'est un sujet qui me passionne pas, plutôt qui m'attriste. En fait, l'aventure, qu'est-ce que c'est ? Pour moi, c'est préférer la liberté à la sécurité. Ça, c'est clair et net. Imprévu, à la planification des choses, voilà. Donc, en gros,
aujourd'hui, on a des lois qui sont censées éradiquer les dangers de nos vies un peu partout. On est de plus en plus administré par les choses, presque, alors je suis pas du tout complotiste, mais on pourrait dire presque épié partout entre les réseaux sociaux, les téléphones, les cartes bancaires, bref. Mais le risque, c'est ce qui fait qu'on se sent vivant, quoi. Et moi, je sais pas, le principe de précaution est quelque chose qui me fait flipper. Bientôt, il faudra qu'on porte des casques dans la rue au cas où un pot de fleurs tombe d'une fenêtre. Et puis, il faut vraiment comprendre que, d'ailleurs, on va redire Nietzsche, hein, mais je crois que c'est lui qui disait, il faut pas confondre l'amour d'une longue vie avec l'amour de la vie ou un truc comme ça, je sais plus, il faut reprendre dans l'ordre. Non, mais c'est-à-dire qu'une vie très longue peut être fade et c'est ce que Jack London disait, et une vie très courte peut être super intense. Et je pense qu'il faut risquer, il faut arrêter tu vois, aujourd'hui à Anglette, on interdit de marcher sur la plage les jours où il y a des grosses vagues. Putain, mais je veux dire, ça fait partie de l'apprentissage, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? On va interdire d'aller en montagne, on va interdire. Moi, je suis contre ça. Je pense qu'il faut rester libre, parce qu'en fait, ça renvoie un peu à la problématique d'infantiliser ou de responsabiliser. Est-ce qu'on responsabilise les gens en leur disant, ben voilà, il y a un risque, mais à toi de le prendre ou pas? Ou est-ce qu'on interdit, comme à des enfants, et on dit attention, c'est comme le lapin dans le métro qui te dit attention, tu vas te coincer les doigts dans la porte. On n'a pas besoin d'un gros lapin rose pour nous dire qu'une porte, on peut se coincer les doigts dedans, tu vois. Donc moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que je pense qu'on va beaucoup là-dedans et c'est un peu dramatique parce que voilà, on interdit. Bon, je sais qu'au Canada et en Alaska encore moins parce que c'est très sauvage, mais on interdit à toute personne de partir dans les bois, là où il y a des ours, parce que s'il y a un ours, bah oui, mais bon, si on va au Canada, c'est pour voir des ours. Donc, à chacun de signer une décharge, et puis de prendre le risque ou pas, mais... Tu parles de risque, et du coup, on peut faire peut-être la différence entre risque et prendre un danger ou faire face à un danger. Et à chaque moment, en fait, on prend un risque. Tu traverses la route, tu vas surfer, tu fais une activité sportive, tu marches... Moi, je sais que je me sens bien heureux quand j'ai vécu des grandes choses. Un face-à-face avec un ours, après, c'est toujours pareil. L'ours, avant de lui faire face-à-face, j'ai lu 10 bouquins dessus, et puis j'ai commencé petit à petit avec un des plus grands pionniers d'Alaska qui m'a appris qui m'a amené à m'approcher des ours, qui m'a expliqué le comportement des ours. Je suis pas parti comme ça avec mon appareil photo pour faire un Instagram, mais d'où la responsabilité. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est comme si demain j'allais surfer des vagues gigantesques. Est-ce que s'il y a un accident de surf, on interdit de surfer des vagues gigantesques? Parce que tu fais allusion à un article qu'on s'appelle les Alpes Dauphinées ou je sais plus quoi, un article de journal qui après la mort de quelqu'un hors piste avait, alors en plus c'est complètement putassier comme article, c'est qu'il avait fait un sondage avec ses lecteurs pour ou contre l'interdiction du hors-piste. Et les 2 tiers ont dit ouais, on va interdire le hors-piste, mais je veux dire, moi je veux pas une société comme ça, quoi. C'est anti-libertaire et ça fait des grands enfants capables de rien, et voilà. Je suis pas pour. Pour revenir un peu plus sur les émotions et toi, ta façon de les gérer, tu lis beaucoup. J'imagine que quand tu lis, où il y a peut-être certains auteurs qui t'activent davantage d'émotions que d'autres, quel regard tu as justement sur la lecture et tes émotions au sens large? Waouh, vaste sujet. Ouais, je suis un grand fan de littérature, donc je trouve que les grands écrivains sont ceux qui ont réussi le mieux à contextualiser des émotions. C'est-à-dire que c'est souvent compliqué de parler de nos émotions, c'est souvent compliqué de les expliquer parce qu'on n'a pas forcément les mots, c'est des choses très sensitives qui nous prennent aux tripes. Donc c'est pour ça qu'il y a la poésie, il y a des écrivains fantastiques qui arrivent à parler de l'amour, à parler du danger, Jack London ou Hemingway ou qui on veut. On peut parler de l'engagement physique dans la guerre, dans plein de choses, la résistance avec Kessel. Toute ma vie, je pioche dans les livres. Hein. C'est vrai que j'arrive pas à comprendre comment on peut arriver à vivre sans ça, parce que j'ai l'impression que tu sais, chaque auteur est sur les épaules de ses ancêtres. Donc c'est un savoir accumulé depuis des milliers d'années, et c'est des gens qui ont dédié leur vie à la réflexion, à la poésie, à plein de choses. Donc on gagne beaucoup de temps en lisant des livres, en fait.
ça nous donne les plus grandes expériences, ça nous offre les plus grandes expériences. Je t'imagine en voyage où on vit des émotions fortes. Ouais. T'as la lecture, mais t'as aussi l'écriture. J'imagine que ça, c'est un outil parmi tant d'autres que tu peux utiliser qui t'aide à peut-être mieux comprendre ou mieux gérer tes émotions, non ? Généralement, d'autres gens avant toi ont vécu ce que tu vis, ou ont ressenti ce que tu ressens, ou ont eu les mêmes malheurs que toi, ou pire. Bon. Généralement, du coup, on peut, vu que si on est avec un grand auteur sous les mains, il en a eu une analyse qui peut nous aider sur certaines choses, à comprendre certaines émotions, à comprendre un mal-être, ou à comprendre une joie, ou un amour, ou plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui te permet d'accompagner ton expérience personnelle. Et puis comme tu dis, après il y a l'écriture aussi, donc c'est à toi de faire. Moi je sais que j'écris beaucoup, donc c'est à toi de te livrer à ton journal ou à n'importe quoi, ou si tu veux écrire un article de ton voyage. Et en plus, ce travail d'écriture t'oblige à être très attentif durant tout ce que tu vis en fait, parce que tu sais que le soir tu vas devoir écrire sur ta feuille blanche, tu vas devoir poser les pensées de ta journée. Donc toute la journée en fait t'es assez attentif à des discussions où tu notes certaines choses ou à la beauté d'un paysage et t'essaies de te dire bon mais ce soir j'ai rendez-vous avec mon carnet donc tu photographies un peu tout ce qui se passe dans la journée, donc c'est quelque chose qui est vraiment bien, je trouve, comme exercice. Ça te permet vraiment d'être à fond dans ce que tu vis et de tout noter, de tout enregistrer. Donc c'est la lecture et l'écriture sont deux choses fondamentales. Je prescris à tout le monde. Écrivez, lisez. J'ai la sensation du coup que pour mieux te préparer, t'as besoin de comprendre, d'observer, de mettre des mots, et en fait ça t'aide à anticiper. Par exemple, si on revient sur l'expérience du Liberia, où tu prenais l'exemple de l'ours, voilà, tu vas te documenter, t'as besoin d'avoir des informations. Ouais, avant. Après, c'est toujours trouver le juste milieu. De toute façon, avec un ours, c'est toujours imprévisible. Et le Liberia, j'ai pu lire tous les bouquins à part 3 bouquins du CNRS, il y avait quasiment rien sur le Liberia. Donc en fait, t'es toujours dans un peu dans l'incertitude, mais t'essayes de connaître ton aventure ou ton voyage dans les grandes lignes. Mais c'est Paul-Émile Victor, il avait une super formule pour ça. Il disait, faut rien laisser à l'imprévu, mais tout est imprévisible. En gros, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que t'essayes de préparer au maximum, mais ce que tu vas vivre, dans tous les cas, ça restera imprévisible. Un ours, tu peux avoir tout lu sur les ours, tu sais jamais complètement comment il va réagir. Et puis de même qu'un voyage au Liberia, t'as beau avoir lu 1 ou 2 trucs sur des tribus, sur la guerre ou ce que tu veux. Voilà, t'es toujours. Donc j'essaye de connaître un maximum de choses. Par contre, je laisse une grande place à l'imprévu et à l'aventure. Et après aussi, je lis beaucoup les écrivains. Je ne lis pas les guides de voyage. Pourquoi ? Parce que c'est factuel et ce n'est pas émotionnel. Je n'aime pas ça. C'est-à-dire, je m'en fous de savoir dans quel resto manger, dans quel hôtel dormir, quel marché faire. Je préfère ceux qui ont parlé d'une ville avec de la poésie ou avec une histoire. Et ça fait longtemps que je lis plus les guides de voyage. Ok. L'exercice d'écriture qui te convient le mieux, c'est justement d'avoir un journal de bord, que ce soit en voyage ou dans ta vie au quotidien, et de te dire tous les soirs, d'avoir cette rigueur tous les soirs ou tous les matins d'écrire. Est-ce que tu as un outil, si on peut un peu conceptualiser justement l'écriture ? Le meilleur outil, c'est sûr que c'est le journal. Le journal, en plus, c'est un genre que j'aime beaucoup. Comme je t'ai dit, ça te permet de te mettre une discipline dans la manière d'observer les choses. Pas revenir dessus, mais voilà, le soir, tu te fais cette discipline d'écrire, de poser sur le papier un peu les grandes lignes de ta journée. Et en fait, c'est un super outil pour réfléchir. C'est-à-dire que tu poses sur le papier et puis une pensée en entraîne une autre, et avec le mécanisme de l'écriture, on part vraiment dans une construction qui coule comme de la neige quoi sur une montagne. Non mais c'est vraiment, ça s'arrête plus quoi. Donc c'est quelque chose qui est vraiment bien, et puis comme tu dis, c'est exactement ça, c'est que tu permets de conceptualiser certaines pensées quoi. Des fois c'est des pensées qui passent un peu comme ça et puis on les bloque pas dans notre tête, mais les mettre sur le papier du coup, elles prennent forme ces pensées. Tu as un vrai travail de conceptualisation dessus. Et quand tu écris, est-ce que tu arrives à te rendre compte s'il y a une émotion qui est plus difficile pour toi à gérer ? L'écriture, c'est tellement quelque chose de... c'est quand même assez dur et assez rigoureux, donc c'est toujours quelque chose qui est... c'est quand même... Alors tous ceux qui te disent, c'est un immense plaisir d'écrire, oui, mais c'est vrai que t'as toujours quand même ce truc de la page blanche, du mot qui vient pas, et tu vois, c'est quand même un exercice, quoi. Donc c'est pas la joie
absolu. On est content de s'y adonner, mais c'est quand même ça reste un travail quand même. Après, non, après ça dépend du moment, ça dépend de ce que tu vis. Moi, comme j'écris souvent, plus souvent même quand je suis en voyage que quand je suis chez moi. Généralement, tu fais le récit de ton aventure, de ta vie, de ce que tu penses sur le moment. Mais il n'y a pas vraiment non, il n'y a pas vraiment une émotion plus qu'une autre. Ok. Dans les années à venir, que souhaites-tu apprendre ou que te manque-t-il pour grandir et mieux connaître ou mieux gérer tes émotions? Beaucoup de choses. Comme je t'ai dit, je commence à peine ce travail cette étude sur la résilience. J'ai un vrai travail, une vraie progression à faire dans canaliser mes émotions. Je peux être assez vite sanguin. Après ça, il y a aussi avec les traumatismes un peu familiaux que j'ai vécu, mais il y a des choses qui explosent un peu en moi et voilà, apprendre à contenir, apprendre à laisser passer, à être plus cool, à prendre ça à la rigolade, voilà. Je pense que j'ai encore le cœur assez meurtri sur pas mal de sujets et que il y a des fois j'ai envie de tuer tout le monde. Non voilà, mais non, mais je dis ça en rigolant, mais c'est le travail que j'ai à faire sur ça, prendre de la hauteur, prendre un peu de distance sur les émotions et voilà quoi, et continuer à avancer. Un bon programme. Un bon programme. Ouais. On arrive bientôt à la fin de ce podcast. Si on imagine là tous ces nombreux auditeurs qui vont écouter, est-ce que tu aimerais leur transmettre une réflexion, un outil que tu as pu toi-même expérimenter ou qui t'a particulièrement fait du bien? Est-ce que tu aurais quelque chose à leur partager? Un outil, je t'ai dit, à part il y avait les livres et l'écriture, ça en fait partie. Après, non. D'expérimenter. Oui. Non, ça c'est sûr que c'est-à-dire que le risque contrôlé, le risque, il faut le prendre. C'est-à-dire que une vie, elle est belle quand elle est risquée. Ça, j'en suis persuadé. Et puis tous les gens c'est-à-dire que j'ai toujours aimé, par exemple, les écrivains ou les penseurs qui se servent de leur vie pour créer leur œuvre. Tous ceux qui ont été résistants, comme Kessel, Saint-Exupéry, que tu veux, qui ont créé leur littérature par rapport à leur vie, plutôt que les philosophes de salon qui conceptualisent des choses qu'ils n'ont jamais vécues. Et là-dessus, voilà. Bon, moi, après, il faut des penseurs de salon, il n'y a pas de problème. Mais je suis quelqu'un qui est tendance à d'abord s'engager dans la vie et après, voilà, risquer les choses. Et ça crée des expériences, ça crée énormément d'expériences. D'ailleurs, on avance beaucoup plus vite en étant confronté aux choses. Et voilà, je pense que c'est le conseil que j'aurais à donner, c'est n'ayez pas peur. Super. J'irai un tout petit peu plus loin sur ce que tu dis. Je pense à de nombreux patients qui s'interdisent beaucoup de choses parce qu'ils ont très peur. C'est des personnes anxieuses et ce que tu dis dans la génération dans laquelle on est surinformé. Et notamment avec les JT, le JT qu'on peut regarder tous les soirs, ça peut nourrir beaucoup de peur et de psychose. Et de dire à ces personnes justement, mais expérimentez en fait. Déjà, éteignez votre télé. Non, mais concrètement, franchement... Ne cherchez pas toujours la surinformation. Non, mais des proches déjà avant de mourir, t'as appelé le JT l'audimat de la mort. C'est-à-dire un bus est tombé dans un ravin, un avion s'est crashé, une guerre a explosé. On n'a aucun effet sur ces actualités. C'est des faits divers, alors aussi dramatiques soient-ils, on peut rien y faire. Alors à part te foutre le bourdon, c'est des choses qui ne servent à rien. Et au final, on finit par avoir peur de tout. C'est comme les gens qui ont peur de partir en voyage ou partir en tour du monde et en fait tu te rends compte qu'une fois que t'es parti, il y a toute ta peur qui s'en va. C'est très vrai. Souvent, c'est juste le premier pas qui est difficile à faire. Et ça, je m'en suis rendu compte pour énormément de choses. Aller faire du snowboard avec Mathieu Crépel en Alaska, j'avais très peur. En fait, c'était super simple. Tu vois, non, mais c'est vrai que c'est des choses. Et puis, je pense vraiment qu'il y a, on est dans une société qui passe son temps à se faire peur, quoi. Putain, mais on est un pays où il se passe rien quasiment, où on est dans une zone tempérée, on n'a pas trop de canicule, on n'a pas d'hiver à -40, on n'a pas d'ours, on n'a pas de guerre, on a un peu de terrorisme de temps en temps, et c'est dramatique, mais je veux dire, on est plus flippé que des gens en Syrie presque, c'est quand même assez catastrophique. Donc voilà, jetez votre télé, reprenez un livre et un billet d'avion ou une 2 chevaux et partez à l'assaut de l'Afrique ou je sais pas où. Merci, on finira sur ces très beaux mots. Merci beaucoup Damien pour ce partage. Merci à toi. Pour tous ceux qui nous ont écoutés, je vous invite si vous avez apprécié, à liker comme on dit, à partager autour de vous. Et puis n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos observations et de votre vécu. Merci à tous et à bientôt. Au revoir Damien. Salut.
C'était Damien Castera, longboarder, aventurier et écrivain, pour le podcast Mouvement. Je suis Mathilde de Police, la fondatrice de ce podcast, et si vous voulez en savoir plus, rejoignez-nous sur le compte Instagram @MathildePolice, DEPAULIS. À bientôt!